Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission politique L'invité. Ce soir, nous recevons pour vous un leader incontestable du mouvement démocratique au Mali. Ancien leader estudiantin, l'homme est réputé pour son franc-parler et ses prises de position courageuses. Il se veut défenseur des sans-voix. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'honorable Oumar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, les 2 ans de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, mais aussi des questions d'intérêt national et international. Docteur Mariko, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Première question, comment se porte aujourd'hui le parti SADI? Bien, avant de répondre à cette question, vous avez dit tantôt que j'étais le défenseur des pauvres, c'est ça que vous avez dit? Non, je crois que je change de palier. Je suis en train de me battre aujourd'hui pour que les pauvres prennent le pouvoir, pour que les travailleurs prennent le pouvoir. C'est cela l'orientation que nous nous sommes donnée. Parce que ça ne sert à rien d'aider les pauvres quand la démocratie peut leur permettre, majoritaires qu'ils sont, de prendre le pouvoir. Le parti SADI se porte bien, malgré toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui sur le terrain, difficultés qui sont liées à la modicité de nos moyens, difficultés qui sont liées aussi à beaucoup d'inimitiés que nous rencontrons sur le champ politique. De toute façon, nous sommes habitués à cela. Le parti SADI se porte de mieux en mieux parce que nous sommes en train de faire un vaste mouvement de recrutement, de structuration. Vous avez bien suivi qu'aux élections passées, malgré la fraude, malgré la modicité des moyens, nous avons pu avoir sur 225 listes que nous avons présentées, 225 listes pour lesquelles nous avons mobilisé la modique somme de 30 millions de francs CFA. Nous nous sommes retrouvés avec 281 conseils municipaux et 16 mairies. Je dis bien 16 mairies, j'insiste là-dessus, parce que la Cour constitutionnelle du Mali est en train de travailler, la Cour suprême plutôt du Mali est en train de travailler à nous arracher un maire, après avoir travaillé à faire passer par le forceps le candidat du RPM à qui on a remis la mairie de Koutchala. Nous ne laisserons pas faire. Et le parti SADI... les élections communales, vous avez parlé d'élections présidentielles, c'était un lapsus? L'élection communale, voilà, nous sommes tellement pressés d'aller aux élections 2018. Nous sommes vraiment pressés d'y aller parce que les Maliens n'en peuvent plus. Mais je veux parler des élections communales où nous avons aujourd'hui 281 conseillers municipaux, 16 mairies, dont la mairie de Koronyeba, à la grande surprise de certaines personnes qui avaient fait beaucoup d'efforts dans le sens de pouvoir déboulonner le parti SADI, malgré que nous avons passé des moments ensemble. Donc le parti SADI résiste? Nous résistons, nous avançons. Et nous avons aussi enregistré des conseils municipaux du parti qui se sont fait élire sur l'autre liste et ne comprenant pas le mécanisme, parce que aussi c'est ça à l'intérieur du pays. Et il y a des conseils municipaux qui ont quitté ailleurs pour venir rejoindre les rangs du parti SADI. D'accord. Donc nous nous portons bien à l'interne et à l'extérieur, nous sommes dans l'offensive à l'extérieur du Mali. C'était Cheikh Oumar Sissoko qui était le président du parti. Vous étiez secrétaire général depuis un bon moment. Vous êtes le président du parti. Qu'est-ce qui a changé? Le style, la méthode? Le style Mariko? Mais vous savez, Cheikh Oumar Sissoko et Oumar Mariko, c'est 2 jumeaux de mère et de père différents, d'âge différents. Ce qui nous différencie, c'est effectivement le tempérament et le style. Je crois que le style a un peu changé. Parce que nous sommes en train en ce moment de travailler pour la structuration du parti. La structuration du parti, c'est de mettre sur place les différentes instances. Les différentes instances, nous avons fait la rencontre avec le bureau politique et les municipalités, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Nous sommes en train de travailler pour réunir le comité central. Nous avions déjà fait le comité central, mais cette fois-ci, nous sommes en train de changer le comité central dans la perspective que des questions de financement du parti, les questions de programme du parti qui peuvent être débattues et aussi les questions qui sont liées au règlement intérieur du comité central. Donc nous sommes en train de travailler pour que les structures soient mises sur place, que chaque militant du parti arrive à comprendre que le parti SADI, ce n'est pas le président. Le parti SADI, ce n'est pas le secrétaire général. Le parti SADI, c'est une conscience politique en mouvement qui a pour idéologie, une idéologie de masse,
et qui travaille dans le sens de l'orientation de notre pays vers le socialisme appliqué aux réalités maliennes. Mais donc, qui montre en fait que la question idéologique est importante et primordiale dans tout le corps du parti. C'est cela aujourd'hui. Et ce n'est pas faux ceux qui disent de temps en temps que la question du parti, c'est une question de religion. Non, ce n'est pas la religion, mais c'est une question de conviction. On ne peut pas adhérer au parti Sadi sans payer 500 francs CFA, poser sa carte d'identité, sa photo d'identité et prendre la carte du parti. Allez-y voir nos fichiers. Nous avons pratiquement 60 000 personnes pratiquement qui se sont inscrites au parti dans ces conditions-là. Donc je pense que le parti gagne du terrain. Et vous avez vu, dans notre parti, personne ne peut se prévaloir d'être tête de liste dans les élections municipales, dans les élections législatives, parce que vous avez de l'argent. Non, le débat se fait à la base et le bureau politique n'impose absolument rien à telle structure. Sauf si il y a des cas avérés de personnes qui arrivent à se hisser à la tête du parti et de la circonscription pour pouvoir brûler l'attention des gens et qui soit reconnu par le parti. Donc, vraiment. Oumar Mariko, je l'ai dit en introduction, vous êtes d'un franc-parler rare. Votre franc-parler, est-ce une qualité ou un défaut dans le contexte malien? Bon, je suis un produit malien. Ce franc-parler-là, je ne l'ai pas amené sur terre. C'est en fait une partie de la culture malienne que j'exprime. Donc en exprimant cette partie de la culture malienne, je crois que le Mali a besoin de ça. Vous savez, ce n'est pas rare d'entendre les Maliens dire partout que tiens, Fola maman dit. Mais ils disent, c'est-à-dire que celui qui dit la vérité n'est pas aimé. Mais en même temps, ils disent, le Mali Magoubé tient Fola là. Le Mali a besoin de la vérité. Alors donc, si le débat politique est un débat public, et quand on veut prétendre diriger un pays, on veut prétendre diriger une organisation politique, alors là, il faut être sincère, sinon, il faut avoir de l'argent à distribuer. Et puisque nous ne sommes pas là, nous, pour partager la corruption, nous ne sommes pas là, nous, pour pouvoir faire en sorte que le vice continue à dominer notre pays, nous sommes obligés de dire ce que nous pensons, parce que j'ai été aussi forgé dans le débat politique. C'est le débat politique qui m'a forgé. Je ne sais pas pourquoi je m'en passerai. Est-ce que c'est bien aujourd'hui, dans le contexte actuel? Oui. Tout est une question d'idéologie, de philosophie politique et de morale. Aujourd'hui, c'est bon de dire la vérité aux Maliens parce que ce n'est pas pour les Maliens qu'on le fait, c'est parce qu'on a envie de se regarder tous les jours dans le miroir et d'avoir la conscience tranquille, d'avoir apporté à son peuple. Maintenant que les gens adhèrent, qu'ils n'adhèrent pas, une chose est claire, c'est qu'ils finiront par adhérer. Parce que si c'est vrai, elle va se savoir la vérité. Donc je pense que le Mali a plus besoin aujourd'hui que ses dirigeants leur disent la vérité, ou ceux qui prétendent les diriger leur dire la vérité, que de faire le camouflage. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dirigés par le mensonge, par le camouflage, etc., de toutes sortes. On est allé jusqu'à faire passer la constitution de 1992 à la modifier. Et c'est ces derniers temps que nous avons compris que la mouture de la constitution du Mali, c'est grave ce que je dis, la mouture de la constitution du Mali qui a été faite à la conférence nationale a été changée. C'est maintenant que nous le savons. Et nous avons essayé à comparer les deux constitutions. La mouture qui a été faite à la conférence nationale, différente de la mouture qui a été présentée et pour laquelle le peuple a voté. Non, au Mali, les dirigeants ont appris à mentir collectivement, à se mettre d'accord pour valider le mensonge. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le creux de la vague. Et il n'y a que la vérité pour nous en sortir. Docteur Oumar Mariko, beaucoup de Maliens pensent que vous avez des convictions, vous avez une vision, mais on vous reproche, on dit souvent que Mariko est resté étudiant. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le fait d'être étudiant du mouvement AIM? Vous êtes un peu nostalgique de ce passé-là. D'abord, moi, je ne suis pas étudiant du mouvement AIM seulement. J'ai été dirigeant de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. On peut me parler de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, et avant 79-80. Mais de 79-80, j'ai été un acteur du mouvement démocrate, du mouvement étudiant. Et je peux vous dire, et ce n'est pas une confidence, que Abdul Karim Kamara Di Cabral, paix à son âme,
Et nous autres, moi je faisais partie du groupe avec lequel il s'est séparé le 11 mars 1980 à Bagadadi, à Bozola. Le 11 mars 80, soit 6 jours avant son assassinat. Et ensuite, j'ai travaillé à créer l'AM. Vous savez, le mouvement étudiant, c'est un mouvement, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mouvement de la pureté, c'est un mouvement où les gens sains se rencontrent, c'est un moment où tous les rêves que l'on veut pour la vie, on le pose, on continue de rêver et on ne peut absolument... Et c'est un moment de passion. On ne peut rien faire de grand et de beau sans passion, sans rêve. Donc, maintenant, quand on dit je suis resté étudiant, mais en même temps, c'est à mon avis, c'est des éloges. Ils ont dit ici, dans ce monde-là, que le président Thomas Sankara est resté un éternel rebelle, un éternel étudiant. Aujourd'hui, toute la jeunesse court Sankara. On a dit que le président Modibo Keïta était resté syndicaliste, que le président Sékou Touré est resté syndicaliste. On a même dit la même chose de Kwame Nkrumah. Alors, moi, je suis tout heureux, parce que si on me dit aujourd'hui que je suis étudiant, ça veut dire que je suis les traces de ces hommes-là. Et ces hommes ont pensé beau pour leur pays, ont pensé juste pour leur pays, ils ont pensé beau pour toute l'Afrique et l'humanité entière. Donc, voilà, c'est bien d'être étudiant dans l'esprit et dans l'âme, c'est une bonne chose. Mais je suis docteur en médecine et gestionnaire d'une clinique privée, la clinique Madoumbia. D'accord, nous allons continuer. Oumar Mariko, avez-vous l'impression d'être solitaire? Est-ce que vous êtes incompris au Mali? Je ne suis pas solitaire. Incompris, non, bien compris. Je suis incompris peut-être quelque part par ceux qui ont intérêt à la politique que nous sommes en train de mener et qui découvrent de plus en plus. Donc en ce moment, je comprends qu'il y a une partie d'incompréhension par rapport à ceux pour lesquels l'engagement que je fais sert. Mais je suis très bien compris par ceux-là justement qui nous traitent d'éternels étudiants, par ceux-là qui pensent que nous sommes radicaux, par ceux-là qui font diffuser des propos de dénigrement. Parce que justement, je perturbe leur intérêt. Et leur intérêt, ce n'est pas celui du peuple malien. Voilà pourquoi je peux dire que je suis incompris, mais très bien compris. D'accord. Oumar Mariko, nous sommes en 2013. Le parti Sadi a soutenu au deuxième tour de l'élection présidentielle le candidat Ibeka, devenu après président de la République. Vous l'avez accompagné aux premières heures du pouvoir et après vous avez claqué la porte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il faut préciser une chose, c'est que le parti Sadi, dans son ensemble, a voté qu'il faut aller au deuxième tour avec Ibrahim Boubacar Keïta, mais en précisant ceci. Entre deux mots, il faut choisir. Peut-être que c'est cette expression même qui n'a pas plu à mon cher aîné Ibrahim Boubacar Keïta, parce que nous avons dit tous deux sont mauvais. Mais il y a un qui brille mieux. Et aussi parce qu'il y a un des deux qui a eu à poser des actes que nous n'avons pas aimés ni acceptés. Alors donc, c'était qui? C'était Soumaïla Cissé, c'est pourquoi nous sommes retrouvés donc avec Ibrahim Boubacar Keïta. Nous l'avons aidé, quelque part on dirait, voter pour barrer la route à Soumaïla Cissé. Alors parce que la petite phrase que je dis maintenant, c'est qu'on a compris qu'avec Soumaïla, il nous mettait dans un four à 100 degrés, et sans qu'on ait la possibilité de sortir, mais avec Ibeka, il nous met dans un four à 0 degré et il monte progressivement la température. Donc voilà la différence entre les deux. Donc avec le deuxième, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Nous avons accompagné et de bonne foi le président Ibrahim Boubacar Keïta, compte tenu de la fragilité extrême dans laquelle se trouvait notre pays, et nous avons pensé que nous pouvions travailler ensemble. Mais donc nous nous sommes retrouvés dans ce qu'on appelle la mouvance présidentielle. Mais voilà, dans cette mouvance présidentielle que nous avons toujours posé la nécessité d'une plateforme politique entre nous, d'une plateforme minimale entre nous. Parce que quand on vient accompagner un président élu, alors on le fait sur la base de son programme, d'accord, mais on l'a fait aussi sur la base d'un minimum de programme si on veut continuer l'action avec eux. Alors donc, de cette mouvance présidentielle, ils ont tiré une convention de la majorité présidentielle. Cette convention de la majorité présidentielle a présenté un document que nous n'avons pas, auquel nous n'avons pas aidé, parce que pour nous, il s'agit de proposer un programme. Mais dans ce document, c'était de reconnaître en gros le fait majoritaire qui revenait au RPM, et puis
la problématique de tel poste, tel autre poste vous pouvez occuper et le soutien. Alors donc nous avons compris que ce n'était pas ça la question. Pour nous, il fallait poser, les Maliens ont choisi Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été président de la République grâce aux militaires, grâce aux religieux, grâce aux Maliens. En plus, de façon générale, grâce aux Maliens. Ces deux entités, je les cite parce que ces deux entités étaient très actives dans sa campagne. Et les Maliens se sont dit, en souvenir de Ibrahim Boubacar Keïta de 77, disons dans les années 91, pour lui accorder 77% donc des voix. Alors donc, nous sommes allés donc de bonne foi. Nous avons vu qu'ils n'ont pas accepté qu'on travaille sur la base de plateforme. Nous sommes restés dans des discussions avec son parti. Nous avons fait à peu près 7 rencontres et les 5 rencontres ont été proposées par le parti Sadi. Au dernier moment, nous nous sommes rendus compte que notre préoccupation de donner un contenu au changement n'était pas la préoccupation du RPM, du parti présidentiel. Et comme Ibrahim Boubacar Keïta est quelqu'un de difficilement atteignable, nous avons fait une proposition qui est restée 1 an dans les tiroirs du RPM. Et au bout d'1 an, nous avons trouvé que ce n'était pas la peine. Et nous avons pris nos affaires, nous avons quitté la majorité présidentielle. Nous avons eu raison. Parce qu'un parti comme ADP Maliba, qui n'était pas dans la simple mouvance présidentielle, était dans la convention de la majorité présidentielle, a claqué la porte en disant « ceux-ci ne veulent pas de débat. Ceux-ci ont leur plan tout tracé, avoir des postes de responsabilité, être au niveau des sites du pays où on peut pomper le maximum d'argent. » Ça a été leur préoccupation. C'est leur préoccupation, c'est pas la nôtre. Et l'ADP Maliba a suivi le même chemin, est allé plus vite d'ailleurs que nous pour se retrouver dans l'opposition. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec eux pour cette prise de position courageuse qu'ils ont eu à faire. Voilà ce qui n'a pas marché en gros. Le refus têtu du pouvoir de donner un contenu au changement que les Maliens attendaient et pour lesquels les Maliens ont élu Ibrahim Boubacar Keïta. Après, vous avez fait chemin avec ADP Maliba. À ce niveau, est-ce que vous continuez toujours à être ensemble? Nous continuons à être ensemble. Nous avons constitué le même groupe parlementaire qui a fait que le groupe parlementaire est allé à 14. Mais avec 14, on ne peut pas interpeller le gouvernement. Malheureusement, il faut 15. C'est là où je dis chaque fois aux Maliens, vous voulez que les gens se battent, mais vous ne leur donnez pas, vous leur donnez les armes et vous refusez de leur remettre les munitions. Alors donc, notre collaboration avec ADP Maliba continue, mais cette collaboration est assez timide. Elle n'est pas timide par nos volontés réciproques, elle est timide par les préoccupations auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, chacun dans son mouvement, et nous voulons vraiment rebondir pour que ça soit vraiment très fort pour le peuple malien. Vous êtes de la majorité de l'opposition du centre, Omar Mariko. Beaucoup de Maliens se posent cette question-là. Vous savez, ça fait vraiment... je comprends pourquoi les Maliens posent la question. D'abord, nous sommes de l'opposition, très clair. L'opposition démocratique républicaine. Je ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas si... Mais nous sommes dans un régime multipartiste, démocratique et dans une république. Donc le mot opposition démocratique républicaine est une tautologie. Je fais référence c'est une tautologie, c'est une dirigée... redondance. Ouais. Ça ne veut absolument rien dire. C'est une république, la République du Mali. Le multipartisme, la démocratie multipartiste. Donc, tu n'as plus besoin de te taper la poitrine pour dire je suis démocrate, sincère et convaincu, comme les amis le disaient dans le mouvement démocratique. Démocrate et sincère et patriote convaincu. Comme si être patriote déjà n'est pas être convaincu, si être démocrate n'est pas, il n'y a pas de sincérité là-dedans. Vous savez, nous sommes opposition, nous sommes opposition. Mais voilà pourquoi les Maliens posent cette question. Les Maliens posent cette question parce que l'Assemblée nationale du Mali, sollicité par le président de la République et son gouvernement, ont installé un déni démocratique en faisant passer une loi qu'ils ont appelée le statut du chef de file de l'opposition. Ils sont allés chercher un chef à l'opposition. Mais en réalité, la volonté politique du régime, c'est de faire en sorte que l'alternance ne soit possible qu'entre les deux branches du néolibéralisme à la République du Mali. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont voté donc une loi qui a consacré le chef de file de l'opposition, qui a fait de Soumaïla Cissé le chef de file de l'opposition parce que simplement, il a plus de députés. Donc, de ce point de vue-là, c'est un déni démocratique. Parce que, en fait, Soumaïla Cissé est de l'opposition. Mais il a une philosophie, il a une idéologie.
Cette philosophie qui est une philosophie libérale, il le dit clairement, nous avons une philosophie qui n'est pas libérale. Vous voulez que lui, il porte notre parole. Nous nous sommes battus, mais hélas, tous les partis politiques, et ce qui est vraiment dommage, ceux qui sont battus pour le multipartisme au Mali, se sont retrouvés à voter cette loi. Donc ils ont semé la confusion. Quelque part, nous avions pensé que c'est fait contre le parti Sadi, parce que le RPM avait vu, et avec le président, avec son gouvernement, ils ont vu que nous leur courions après pour dire faites une plateforme. Si vous ne faites pas la plateforme, nous allons ramasser des affaires. Et entre-temps, oui, on va vous rencontrer, on vous rencontre. Ils ont sorti cette loi-là pour consacrer le chef de file de l'opposition. Parce que je ne peux pas comprendre que Ibrahim Bokar Keïta, député à l'Assemblée nationale, qui était assis juste derrière Oumar Mariko, que ce Ibrahim Bokar Keïta, qui avec nous et le parrainage avons refusé le statut de chef de file de l'opposition, soit Mantouré, que ce soit lui, son gouvernement, qui initie une loi dans ce sens-là. Et maintenant, les Maliens ont schématisé. Quand vous êtes à la mouvance présidentielle, donc vous êtes avec Ibrahim Bokar Keïta, vous êtes avec le parti présidentiel, le RPM. Si vous n'êtes pas là, vous êtes avec Soumaïla Cissé. Cela, c'est un complot contre la démocratie qui n'a pas commencé au Mali, qui se passe au Burkina Faso, on l'a instauré en Guinée-Conakry d'où je viens, on le fait au Mali. C'est pour que notre démocratie, qui est une démocratie tropicalisée, comme on le dit, une démocratie qui essaie de cantonner les expressions, veut que les Maliens n'ont d'autre choix que de choisir entre le néolibéralisme, entre les tenants de ceux qui poussent notre économie pour la défense de la finance internationale et des rentiers d'État qu'ils ont construits eux-mêmes. Et mettre dans la tête du peuple qu'il n'y a pas d'autre possibilité entre les deux faces de cette médaille qui n'est rien d'autre que le libéralisme. Donc, être avec Soumaïla ou être avec Ibrahim Bokar Keïta, et chacun se plaît dans ce rôle-là. Entre-temps, c'est des hémorragies financières qu'on fait. Encore une fois, je profite d'ailleurs de votre antenne pour dire ceci. Déjà, on dit qu'on a donné 500 millions à l'opposition. Non. Si ces 500 millions ont été donnés, nous ne sommes pas au courant, mais ça n'a pas été donné à l'opposition, ça a été donné au chef de file de l'opposition, dont le statut atteste que le gouvernement doit aider financièrement à faire fonctionner son cabinet. Donc il faut enlever toute cette confusion de la tête des gens. Nous sommes de l'opposition, qui se bat pour la démocratie participative, pour un État qui oriente les politiques nationales, économiques, sociales et culturelles. Nous sommes dans cette phase-là et nous n'avons rien. Donc pour vous, c'est très clair, Soumaïla Cissé ne porte pas l'habit du chef, ne porte pas l'habit de l'opposition, il n'incarne pas l'opposition. Il n'incarne pas toute l'opposition, il incarne l'opposition de son idéologie et de sa philosophie. Et nous incarnons l'opposition de notre idéologie et de notre philosophie. Vous dites aujourd'hui aux libéraux qu'est-ce qu'ils pensent de ces expropriations des terres. Nous nous disons, si nous avons le pouvoir demain, nous allons restituer aux Maliens leurs terres. Ceux dont on a arraché les terres, les paysans, on va les restituer. Nous disons, les sociétés et entreprises d'État qui ont été privatisées justement par cette opposition et ce pouvoir, qui étaient ensemble en 92, et l'ADEMA, ceux qui ont privatisé, ils ont vendu toutes les sociétés, le reste des sociétés entreprises d'État qui étaient là, ils ont tout vendu, ils les ont rachetés. Ils ont donné dans la spéculation foncière. Ils ont liquidé les chemins de fer. Ils ont liquidé l'Ukoma. Ils ont liquidé la betterave. Si vous leur dites aujourd'hui de remettre cette politique en cause, ils vont refuser. Mais le SADI est prêt à remettre tout ça en question. Parce que c'est à partir de là qu'on donnera de l'emploi à nos jeunes. C'est à partir de là qu'on va aller vers l'industrialisation de notre pays et le développement de l'agriculture, du monde rural. Alors donc nous n'avons pas la même option, nous n'avons pas la même philosophie. Alors donc pourquoi on veut nous cantonner dans cette histoire-là? Alors, Maliens, sachez que Oumar Mariko n'est pas au centre. Oumar Mariko, le parti Sadi, nous ne sommes pas au centre. Nous sommes dans l'opposition avec notre vision qui consiste donc à rendre le pouvoir, et nous disons la petite phrase qui consiste à dire que Aye Fanga Dauma, Angasebaya Dauma. Nous donnons le pouvoir comme vous donne la possibilité, la décision. Nous avons le pouvoir, vous avez la décision. Aye Fanga Dama, Ame Sebaya Dauma. C'est ça notre vision de la question. Mais non, Aye Fanga Dama,
nous allons faire de vous tout ce qu'on veut. Donnez-nous le pouvoir, nous ferons votre bien, nous allons faire ceci. Non, 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 ça, c'est pas la vision de Sadi. On se met ensemble, on se bat pour que l'économie malienne serve aux Maliens. Pour que dans ce pays, personne ne le soucie de son instruction, de l'instruction de ses enfants, de se soigner, que personne ne se soucie là. Que dans ce pays, on puisse trouver du travail décent pour nous. Que ce soit notre préoccupation, la préoccupation du pouvoir. Et non jeter les gens dans la rue pour vous leur dire débrouillez-vous, allez-y, battez-vous. Entre-temps, ne créez rien, aucune opportunité pour que les gens aient le travail. Vous voyez comment les jeunes se courent derrière l'armée pour se faire recruter. Même si demain on les tue, ils vont venir à l'armée parce que c'est finalement le seul débouché qui leur reste. Parce qu'on ne crée pas. On ne crée absolument rien du tout. D'accord. Omar Mariko, je l'ai dit, vous êtes un acteur incontournable et incontestable du mouvement démocratique au Mali. Nous allons en parler. Le mouvement démocratique au Mali, aujourd'hui, l'héritage du mouvement démocratique. Il y a des Maliens qui pensent que si l'armée est déprimée aujourd'hui, c'est le mouvement démocratique. Si l'école malienne est à lambeaux, c'est le mouvement démocratique. Est-ce que c'est aussi votre appréciation? Est-ce que c'est aussi votre point de vue sur la question? Sinon, mon comment n'aurait pas servi de sens, n'aurait aucun sens si jamais j'étais d'accord avec cette thèse-là. Oui, c'est la partie du mouvement démocratique qui a pris le pouvoir depuis 1992, qui est responsable de la situation actuelle. Et ce parti n'est rien d'autre que l'ADEMA. Et ce parti n'est rien d'autre que le RPM. Ce parti n'est rien d'autre que l'ADEMA, le RPM, l'URD. Ce parti n'est rien d'autre que l'APR. Ce sont ces gens en 1992 qui ont pris le pouvoir et qui se sont séparés les uns des autres. Pas sur la base d'un programme, pas sur la base d'une démarche de développement du pays, mais sur la base de « ôte-toi que je m'asseye ». C'était mon tour, tu m'as sévré de mon tour, alors donc je ne suis pas d'accord avec toi, je vais créer un parti. C'est sur cette base-là qu'ils ont vu le jour. Donc, et depuis 1992, nous ne cessons de nous battre. Avant la création, c'est ce combat que nous menions contre cette partie du mouvement démocratique qui a pris le pouvoir, qui nous a fait créer les radios Kaira. C'est ce combat qui nous a fait créer le mouvement Sadi, c'est ce combat qui nous a fait créer le parti Sadi. Alors donc, ceux qui le disent, qu'ils généralisent, c'est pas bon, mais qu'on précise quels sont ceux qui ont mis l'école malienne à terre. Évidemment, on dit aussi, l'AM a mis l'école malienne à terre. Ça me fait... Nous allons en parler. La situation est triste, sinon j'allais pouffer de rire. La situation de l'école malienne est triste, sinon j'allais pouffer de rire. Ce n'est pas l'AM qui pilote les programmes politiques, ce n'est pas l'AM qui a fait le choix des systèmes pédagogiques, ce n'est pas l'AM qui avait la vocation de construire des salles de classe qu'il n'a pas faites, ce n'est pas l'AM qui a fermé les écoles de formation d'enseignants. Alors de quoi parle-t-on là? L'AM s'est battu pour changer les conditions socio-économiques des élèves étudiants, les conditions de travail des élèves étudiants, pour que la relève soit assurée par des gens bien instruits, cultivés. Voilà le combat que nous avons fait dans l'AM. À l'occasion, je serai prêt à le développer devant tout le monde parce que personne en République du Mali, je dis bien alors, personne en République du Mali ne peut se prévaloir de connaître ce mouvement-là mieux que moi. Sa déclaration de création, je l'ai écrit de ma main. Omar Mariko, vous pouvez regarder les Maliens et jurer sur l'honneur que jamais vous n'avez attenté aux intérêts du Mali? Jamais. Au contraire, je me bats tous les jours pour que les intérêts du Mali soient préservés. C'est ça le sens que j'ai donné à ma vie. Parce que vous savez pourquoi? J'ai l'habitude de dire à des gens, je dis, vous savez, si Amadou Touré avait senti que le mouvement démocratique allait se mettre allait sortir, que les élèves étudiants allaient sortir, ce n'était pas d'abord le mouvement démocratique, que les élèves étudiants allaient sortir et qu'on allait tirer sur eux, et qu'il avait pris le devant pour faire le coup d'État, peut-être que Omar Mariko serait aujourd'hui à l'hôpital en train de soigner les gens. Parce que tellement j'en ai entendu de hideux. Mais pourquoi je continue à me battre dans la politique et je n'arrêterai pas de continuer sur le chemin que j'ai commencé? Parce que des élèves étudiants sont sortis à l'appel du secrétaire général de l'AM et de son secrétaire général Omar Mariko, et nous avons enterré 208 personnes. Il y a eu 703 blessés. Omar Mariko est lié à ceux qui sont morts. Parce qu'ils sont morts en espérant sur le changement. Et tant que ce changement n'a pas cours, et ce changement signifiait qu'aucun enfant de ce pays soit sévré de l'éducation parce que son père n'est pas riche, sa mère n'est pas riche. Ces enfants sont morts pour ça. Et si eux, ils ont oublié ça en 92, c'est parce qu'ils n'étaient pas avec les élèves étudiants. C'est parce qu'ils ne sont pas battus avec les élèves étudiants. Ils les ont trahis parce qu'ils ont dit, oui, ça va se passer comme ça.
Donc tant que cela est, Oumar Mariko continuera ce combat, toujours en ayant une pensée pour ceci. Et n'oubliez pas une chose, c'est que j'étais aussi un soldat de Abdelkarim Camaradi Cabral. Il nous a quittés, on devait se rencontrer le 16 mars, il est mort le 17 mars. Alors donc, en plus de ma conscience de jeune pionnier à 9 ans, de jeunes pionniers à 9 ans qui devraient rencontrer le président Modibo Keïta, qui devait être en tournée à Djalan, dans le cercle de Bafoulavé. À 9 ans, je me suis dit, j'ai été formé par le mouvement pionnier et je me suis dit que je devrais faire la politique. À 9 ans. Donc c'est pas... Donc politiquement, on peut dire que Oumar Mariko est bien formé. L'AIM, l'association des élèves étudiants du Mali, on en parle. La semaine dernière, les étudiants de l'AIM les responsables de l'AIM étaient dans la rue pour demander justement la reprise des cours. Aujourd'hui, votre regard sur le mouvement AIM? Est-ce que l'AIM d'hier aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Le mouvement AIM est en lambeau. Il a été trop instrumentalisé. Il était trop instrumentalisé. Et c'est que cette instrumentalisation a fait que la violence s'est installée dans les écoles. Cette instrumentalisation fait que les dirigeants du mouvement étudiant sont choisis, pas par les élèves étudiants, mais choisis par les autorités en place. Et qui sont d'ailleurs responsables de la violence scolaire. Vous savez, tous ces morts qu'il y a dans le mouvement étudiant, les responsables sont connus mais ne sont jamais punis. Alors donc, le mouvement étudiant que j'ai dirigé, franchement, j'ai parfois mal au cœur de voir ce qui se passe en ce moment-là. Ce n'est pas ça le mouvement étudiant que nous avons voulu, que nous avons créé. Et donc, je peux vous dire d'ailleurs que ces jeunes ne se trompent pas. Ils m'invitent rarement ou pas du tout à leur anniversaire. On préfère aller appeler d'autres personnes qui ont été des invités pour la création de l'AIM, parce que quand on créait l'AIM, on était 39 personnes, 39. Alors donc, je les vois, parce que ce ne sont pas d'authentiques dirigeants du mouvement étudiant. Et on fait tout pour étouffer le débat sur le campus universitaire, dans les écoles, on étouffe le débat et on choisit des individus qui n'ont que pour vision l'attitude du pouvoir en place et qui travaillent dans ce sens-là. Donc franchement, c'est un mouvement qu'il faut refaire. Et là, les élèves étudiants du Mali, chaque génération, comme l'a dit France Fanon, a une mission à accomplir ou à la trahir. Je crois que dans le monde étudiant, j'ai accompli ma mission. Il leur appartient de l'accomplir, mais je suis à leur disposition. Ce que je dis, je suis prêt à leur expliquer. Ouais. De 1980, dont on ne me raconte pas l'histoire, j'étais un des acteurs, jusqu'à la mort de Cabral, à la suspension, à la fermeture des écoles, à la création de l'AIM, je peux parler et je peux dire beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a eu tellement de mensonges qui ont été développés par certains acteurs dits du mouvement démocratique, qui n'ont absolument été acteurs que de calculs froids de récupération de notre lutte. Et je dis que je comprends mieux ces enfants-là, ces jeunes, excusez-moi, ces jeunes-là, je les comprends, mais je pense qu'ils doivent aussi assumer leur rôle, c'est-à-dire chercher la vérité et se battre pour ça. D'accord. Oumar Mariko, nous avons dit en introduction que nous allons parler aussi des 2 ans de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Mais avant, Oumar Mariko était un démocrate convaincu, mais on a vu en 2012 Oumar Mariko soutenir un coup d'État. Est-ce un paradoxe? Mais ce n'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe parce que le coup d'État ne s'est pas effectué contre la démocratie. Et Ahmad Dansougo a raison quelque part, le dirigeant sénégalais du PIT, il dit qu'au Mali, il n'y avait même pas d'État. L'État s'est affaissé, complètement affaissé. Vous savez, je viens de la Guinée. Quand je viens de la Guinée et j'ai vu des choses, j'ai dit aux Guinéens, moi j'ai combattu Lassana Conté. Mais en vérité, je lui ai tiré le chapeau le jour où il a refusé l'intervention de l'ECOMOC. Et ce jour-là, c'est Alpha Omar Konaré, le président de la République du Mali, qui allait proposer à Lassana Conté, le général, de faire venir les contingents militaires africains. Il a dit, ça trouvait que Lassana Conté avait demandé à son peuple, ce sont des Guinéens, je négocie, ou je les combats. Les débats faits, les gens ont dit, il faut les combattre. Alors donc, je suis général, ils vont prendre Conakry, sinon je vais les combattre. Et quand Alpha Omar Konaré a proposé que les troupes de l'ECOMOC viennent, il a été très clair. Il n'y a pas de troupes de l'ECOMOC qui vont venir. Je vais périr avec mon pays, avec mon armée.
Et en plus, ce que je sais, c'est que c'est vous, chef d'État africain, et vous-même particulièrement, qui êtes responsable de cette rébellion que je suis en train de connaître. Ça ne se fera pas. La Guinée est en train, aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que la Guinée a, ils ont la chance de ne pas avoir de troupes étrangères sur leur dos, de ne pas avoir leur pays partitionné, excusez-moi le néologisme. Donc ils ont cette chance-là. Donc c'est la fibre patriotique qui a été insufflée par les Ahmed Sékou Touré aux jeunes soldats Lassana Conté qui ont fait leur effet, qui a fait que la Guinée aussi, s'en sort aujourd'hui. Au Mali, je peux vous dire, j'ai parlé sur cette chaîne d'Africable pour expliquer que le coup d'État, nous ne l'avons pas fait contre la démocratie. C'est quoi une démocratie où on peut savoir le nombre à l'avance, le résultat, sans qu'il y ait le sondage comme on a l'occasion d'entendre dans les autres pays. Vous savez bien qu'au Mali, ici, de 92 à nos jours, nous n'avons marché que dans la fraude électorale. La CEDEAO, qui a crié à U et à Dia comme quoi nous avons fait un coup d'État, etc. Cette CEDEAO a écrit dans ses textes que le coup d'État militaire a égale valeur que la fraude électorale. Alors, je dis bien, combien de fraudes électorales on a connu en République du Mali? Dites-le moi et je vous dirai le nombre de coups d'État qu'on a fait. Donc, les coups d'État constitutionnels, ce n'est pas seulement des coups d'État avec des armes. Justement. D'accord. Oumar Mariko, nous allons avancer dans ce débat. 15 mai 2015, 15 mai 2017. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a 2 ans d'existence. 2 ans après, est-ce que vous avez l'impression que le Mali a retrouvé le chemin de la paix? Non, le Mali n'a pas retrouvé le chemin de la paix. Ça crève les yeux. Ça se vit tous les jours. Le Mali n'a pas retrouvé le chemin de la paix. Au contraire, si à Kidal, il y a une accalmie visible, mais vous savez déjà qu'à Monipé, les populations ne dorment pas. Bon, donc à mon avis, je ne lis même pas cette situation à un quelconque accord. Je le lis simplement à l'incompétence du régime en place. Parce que la situation qui se pose aujourd'hui, quand vous prenez cet accord-là, qui a accepté cet accord? La rébellion était contre l'accord. Le gouvernement malien n'était pas d'accord avec l'accord. Parce que les deux ont fait des amendements que la partie algérienne n'a pas voulu prendre en compte. Donc ils se sont aventurés dans une situation à laquelle ils ne croient pas. Et le président de la République, quand vous avez vu ses prises de position, ils se sont mis entre 2 chaises. C'est-à-dire entre une volonté intime de faire la guerre et une volonté affichée d'aller dans les accords, dans le dialogue. Cette ambivalence-là est responsable de la situation actuelle, d'une part. D'autre part, c'est que là où on est aujourd'hui, ce n'est pas les armes qui doivent marcher, c'est la vision du président de la République. C'est la vision du président de la République qui doit faire la paix aujourd'hui à la République du Mali. On a souvent critiqué les officiers supérieurs par leur comportement vis-à-vis de la troupe, la chaîne de commandement, etc. On a dit beaucoup de choses. Tout ça, ce n'est pas faux. Mais ce qui est quand même fondamental, c'est que l'armée a comme torche la politique. C'est-à-dire l'armée marche dans l'obscurité. Ce qui éclaire sa lanterne, lui permet de pouvoir atteindre ses objectifs, c'est la vision politique. Aujourd'hui, la vision politique qui est à court aujourd'hui, mi-guerre, mi-paix, ne peut pas sortir le pays de cette situation-là. Non, aujourd'hui, pour parler de l'accord, il suffit seulement que les Nations Unies claquent le doigt. Alors on va rechercher des copies de l'accord, on cherche, on dit, bon, on n'a pas appliqué ça. Alors allez-y, appliquez ça. Comme s'il ne s'agit pas de notre pays. Comme s'il s'agit d'un... De toute façon, c'est un pays sous tutelle, que voulez-vous? Et des dirigeants sous tutelle. Nous sommes d'une opposition qui refuse d'être sous tutelle, de qui que ce soit. Et nous sommes convaincus que Maliens entre nous, nous pouvons régler cette question-là. Nous allons parler de la gouvernance après, mais déjà l'accord d'Alger, on peut dire qu'il y a des acquis quand même. L'installation des autorités intérimaires, la conférence d'entente nationale, c'est quand même des acquis. Le gouverneur, il est où? Il est installé où? Le gouverneur de quelle région? Le Kidal. Pour qu'on puisse aller vers la mise sur place des autorités intérimaires, il a fallu que l'ONU tape du poing sur la table. 4 reports. Et on fait semblant. On fait semblant. Allez-y voir. Kidal, est-ce que les services sociaux de base sont retournés à Kidal? Certainement non. Est-ce que on a plus de 200 000 Maliens qui sont aujourd'hui réfugiés
dans les camps de Béra, dans les camps au Niger, dans les camps au Burkina Faso. En Algérie, on ne les compte pas. On a plus de 200 000 Maliens qui sont dehors. Allez-y voir le camp de Béra, où j'ai passé 3 nuits. Vous allez voir les gens à perte de vue. Des jeunes. En 2012, ils avaient quel âge? 8 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Des gens sont en train de croître avec l'absence d'un pays, d'un État dans leur tête. Ça va être quoi ça après? Et quels sont les actes qui sont posés par le pouvoir pour ramener ceci? Quels sont les actes qui sont posés par le pouvoir pour pouvoir ramener les services sociaux de base dans toutes ces zones-là? Mais ils ne contrôlent pas ces zones. Ils ne les contrôlent pas. Donc moi je pense que franchement, il ne faut pas qu'on se laisse gérer par l'autosatisfaction. Il n'y a pas d'acquis en ce qui concerne l'accord. Quand les gens continuent à mourir là tous les jours, et quand les militaires refusent de monter au front, montrez-moi l'acquis. Je cherche l'acquis. Omar Mariko, vous êtes assez pessimiste en ce qui concerne la mise en œuvre. Non, je ne suis pas pessimiste. Parce que, disons, parce que je ne crois pas à l'accord. Le président dit que le train est en marche, l'accord est en marche. Oui, bon, moi je ne crois pas à l'accord. Encore moins, je ne crois pas en la capacité de ce pouvoir-là de pouvoir gérer la situation. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste parce que je fais partie de ceux qui ont travaillé à l'accalmie. Et je continue à travailler d'une autre manière pour qu'il y ait l'accalmie. L'accalmie ne voulant pas dire la paix. L'accalmie ne voulant pas dire la résolution des problèmes de gouvernance et la résolution de la question de sécurité, la résolution de la question militaire. Ça ne veut pas dire ça. Mais ce sont les armes dont nous disposons en ce moment qui nous permettent de faire ça. Nos contacts, notre crédibilité vis-à-vis de tous ces mouvements-là. Est-ce qu'à dire que le Mali n'avait pas raison de signer l'accord? Nous l'avons dit dans le passé. Le Mali n'avait pas besoin d'accord. Parce qu'il fallait quand même reconnaître qu'on était à un moment donné où les fondements même de l'État étaient remis en question. Est-ce que quelque part, il n'y avait pas le couteau à la gorge pour signer un accord? Mais vous savez, je dirais non et je prouve. Quel est le candidat aux élections présidentielles qui est parti à Kidal, qui a pu partir à Kidal battre campagne? C'est qui? Pas Ibrahim Boubacar Keïta? Qui a eu le meilleur score à Kidal et dans les zones réfugiées? C'est pas lui. Alors pourquoi une fois élu, il n'a pas pris son avion pour aller à Kidal? Commencez par là. Pourquoi? C'est pour aller remercier les pays étrangers. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité, le simple fait que... Pour vous, il l'a fait avec le soutien... Avec quel soutien? S'il l'a fait avec quel soutien? Mais justement, c'est lui de le dire. Mais de toute façon, il a été toléré, il est venu à Kidal, il a été accepté, il a été voté majoritairement. Ça veut dire que c'est un signe extrêmement important, signe fort, qu'un homme politique qui a une vision exploite à fond. À fond. On n'aurait pas eu besoin de tout ça. Et en plus, au moment où le Premier ministre Moussa Mara partait à Kidal, qu'est-ce qui s'est passé à Kidal? La société civile était à Kidal. Les mouvements avaient convoqué la société civile pour un débat, pour donner leur position, le HUA, pour donner sa position, pour qu'il y ait une accalmie relative. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? On est allé faire un forcing pour allumer le feu et pour ensuite prendre la poule d'escampette et abandonner les morts et les blessés sur place. Je pense qu'il y a des moments où les armes doivent tonner, mais il y a des moments où la réflexion politique, la crédibilité de l'homme politique peut régler beaucoup de situations. Donc Ibrika était crédible le moment où il a pris le pouvoir, où ces gens ont voté pour lui, où les gens ont voté pour lui dans les camps de réfugiés et à Kidal de faire la paix et de pouvoir réunir toutes les énergies. Mais il a tout gaspillé. Il y a une chance de partir à Kidal dans les jours à venir pour le président Ibeka? Mais il peut aller. Il peut aller. Il peut prendre son avion et se retrouver à Kidal. Parce qu'il était à Gao tout dernièrement, il faut quand même le dire. Hein. Oui, mais, avec quel soutien, je ne sais pas. Mais si on se tape la poitrine de partir, d'être allé à Gao, alors à quoi a servi le mandat? Si on se tape la poitrine, avec 77%, ou ces 77% des suffrages n'étaient pas justes. Non, ça, vous savez, il y a deux façons de diriger le pays. Hein. On le dit avec le peuple, ou on le dit institut personnel.
Et c'est cette seconde phase qui est en cours en ce moment-là. D'accord. Nous avons signé l'accord. Kidal échappe toujours au contrôle de l'État malien. Mais c'est vous qui avez dit tout de suite qu'il y avait les autorités intérimaires. Oui, ça, on peut dire que c'est des acquis, on peut dire que parce que c'est prévu Oui, par oui, l'accord. Donc, ceux qui défendent l'accord disent qu'aujourd'hui, il y a eu les autorités intérimaires, la conférence d'entente nationale. Je vous dis que Monimpe échappe au gouvernement malien. Vous parlez de Kidal. Moi, je parle de Monimpe. Et quel est l'espace de mouvement de l'armée malienne à Tombouctou? Vous parlez de Kidal. Prenez Tombouctou, prenez Mopti. Le centre. Prenez Djéné. Le centre qui s'embrasse. Tenenkou. Ouais. Le conflit intercommunautaire au centre de Mali. Et il y a des conflits intercommunautaires. Nous allons en parler. Voilà. Parce que justement, Kidal, c'est là l'équation Kidal, beaucoup en parlent. Et il y a Tchibli Dramé, que vous connaissez certainement, qui avait à l'époque demandé à ce qu'on négocie et que l'État malien négocie avec Iyad Agali du mouvement Ansardine. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Bon, si la paix peut passer par là, mais j'espère qu'ici, devant vous, Tchibli Dramé a présenté des excuses au Oumar Mariko, dans la mesure où son journal avait écrit, sous sa direction, avait écrit que Oumar Mariko était en complicité avec les rebelles parce qu'il est parti à Niafunke, il a rencontré Iyad Agali. D'abord, c'est pas vrai, Iyad Agali n'était pas là, mais j'ai rencontré des gens qui étaient avec Iyad Agali. Et on m'a vilipendé dans la presse un peu partout. J'espère que c'est ça qui manque aux hommes politiques maliens. Et c'est là où c'est difficile qu'on se retrouve. Moi, je reconnais ce qu'ils font de positif. Mais quand on pose des actes, vous passez votre temps à tirer sur quelqu'un, parce qu'il a dit, il est allé à Niafunke, il a rencontré les rebelles, il a discuté avec eux. Il est venu avec des choses qui pouvaient être profitables pour le pays. Vous le vilipendez, vous le suspectez de complot contre la République, contre la nation. Et si après vous vous rendez compte que c'est lui qui avait raison, vous devez commencer par dire « je me suis trompé ». Ils se sont trompés et ils poussent le bouchon pour demander de discuter avec Iyad Agali. Aujourd'hui, c'est un chemin qu'il a. Moi, c'est notre chemin. J'ai notre chemin, c'est que ce chemin, c'est le dialogue. C'est le dialogue avec, et qui exige de la crédibilité. Parce que la vérité est que les mouvements ne sont plus... Les mouvements et les autorités sont ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. Ça, si on ne gagne pas ça, même discuter avec Iyad Agali n'apportera absolument rien du tout. Parce qu'on discute de quoi avec Iyad Agali? Pour moi, il faut discuter de quoi? Il faut discuter du retour des Maliens qui sont à l'extérieur. Comment les faire retourner? 2, il faut discuter dans ces conditions-là, la sécurité, le retour des services sociaux de base, mais il faut prévoir la reconstruction du système de défense du Mali, la reconstruction de l'armée nationale. Et cela passe, nous avons notre chemin là-dessus, cela passe par faire de l'armée le creuset de l'unité nationale. Vous me donnerez les moyens aujourd'hui, je sais comment le faire, je n'attendrai même pas ni l'aménagement, ni autre chose. Donc aujourd'hui, Oumar Mariko, président de la République, la question de Kidal sera réglée dans combien de jours? Je règle en 1 an, c'est fini. En 1 an? En 1 an maximum, hein. Vous avez en 1 an maximum, c'est fini. La solution? La solution, elle passe d'abord par l'instauration de la crédibilité entre les différents éléments. Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai pas ce problème avec le mouvement de la rébellion. Je peux rencontrer tout le monde. Et je ne serais pas allé ailleurs qu'à Kidal. Si vous avez la solution, qu'est-ce que vous attendez pour... s'il s'agit de... Les autres en face ont refusé. Nous avons fait tellement de propositions. Nous avons fait tellement de propositions que parfois, mettre certaines sur la table ici, ce serait de violer des discussions interpersonnelles. Je ne le ferai pas. Mais une chose est claire, c'est que nous avons fait des propositions. Nous ne le faisions pas pour le régime. Nous le faisons pour notre pays. Mais hélas, on ne nous a pas écoutés. Vous savez, il y a des politiciens qui tirent profit de cette histoire-là, de la rébellion. Si vous prenez le cas de Amadou Touré, qu'est-ce qu'on ne lui avait pas dit par rapport à cette rébellion? Il pensait pouvoir appliquer son agenda à partir de la rébellion. C'est ce qu'il avait voulu faire. Et ça remonte depuis 1992, là. Et il y a des choses à dire dans ce pays. Donc il y en a qui veulent se servir de situations... Donc il y a des Maliens qui ne veulent pas que cette rébellion prenne fin. Il y a des gens qui ont intérêt à cette rébellion. Vous croyez que la rébellion ne nourrit pas toute cette drogue qui circule dans le nord du Mali, toutes ces armes qui circulent dans le nord du Mali,
tous ces transports aujourd'hui qui sont confiés à X ou Y, tous ces marchés d'armes avec des surfacturations, ça nourrit. Ça nourrit. Tous ces hôtels occupés par l'aménagement et tout, ça nourrit. Donc la prise en otage du pays? Le pays est pris en otage. Et Dieu merci, les réfugiés du Niger me l'ont dit. Ils ont dit, nous ne comprenons pas. Nous avons l'impression qu'on ne veut pas que nous regagnions nos foyers. Nous sommes des gens pris en otage. Et ils ont raison. Omar Mariko, vous avez condamné l'intervention militaire au Mali, l'opération Serval devenue après l'opération Barkhane. Votre regard sur Barkhane et MINUSMA des années après? Mon regard aujourd'hui sur Barkhane et MINUSMA n'a pas changé. Je suis en train de suivre maintenant les Maliens qui s'interrogent sur le fait que à quoi ils servent Barkhane et la MINUSMA. Mais je dois vous dire en toute honnêteté que pour moi, si Barkhane doit partir, je ne dirais pas qu'il faut que la MINUSMA parte. D'ailleurs, de toute façon, pourquoi Barkhane? Pourquoi Barkhane et la MINUSMA en même temps? Nous ne sommes pas une colonie française là. Mais pourquoi Barkhane et pas la MINUSMA? La MINUSMA, c'est le système des Nations Unies. On peut encore débattre là-dedans. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui que Omar Mariko va dire tout de suite MINUSMA dehors. Je ne le ferai pas. Parce que la situation est tellement délétère que le faire, c'est aller rapidement dans l'hécatombe. On ne le fera pas. Mais à mon avis, la présence de Barkhane ne s'impose pas à la République du Mali. Nous n'avons pas besoin d'armées étrangères sur notre sol, issues d'une collaboration entre l'État malien et cet autre État qui fait que cette armée est reine sur notre territoire. À mon avis, c'est une perte terrible de souveraineté et d'indépendance. Omar Mariko, nous allons parler maintenant de la gouvernance IBK. Si l'accord a 2 ans, IBK, lui, il est pratiquement en fin de mandat. La gouvernance IBK, pour vous, elle est orageuse ou bien elle est vertueuse? C'est une gouvernance qui est bourrée d'incompétence, d'irresponsabilité, de népotisme et de corruption. Cette gouvernance, en somme, je ne m'en occupe plus. Parce que je pense simplement que les Maliens doivent se battre pour que IBK n'ait pas un 2e mandat. Parce qu'un 2e mandat, dans des conditions comme ça, on n'aura plus de pays. Alors donc pour moi, je ne m'en préoccupe plus. Je m'occupe de ceux des Maliennes et des Maliens qui veulent un changement alternatif en 2018, qu'on travaille progressivement pour le retour de la paix dans notre pays, pour assurer véritablement le changement. Alors donc, moi, vous voyez que ça fait longtemps que je ne parle pas, je n'agis pas, etc. Vous êtes dessus? Pas dessus, je dis simplement il faut refaire. Il faut mettre les forces ensemble. Seulement, je suis occupé à structurer davantage mon parti, occupé à parler à d'autres de la société civile pour que nous puissions sauver notre nation, sauver notre patrie, pour que nous puissions retrouver notre dignité, notre souveraineté, qu'on puisse le retrouver, parce que nous l'avons confié à des gens qui ont joué avec. Et aujourd'hui, c'est l'angoisse partout. Les gens sont réduits à la mendicité, réduits à l'extrême pauvreté, avec le déni de justice. Ce n'est pas le Mali de nos rêves de 91. Ce n'est pas ce Mali-là dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'école en ruine, en lambeaux. Alors, si c'est l'AM qui a détruit l'école, est-ce que c'est l'AM qui a détruit le système de santé? Les médecins, la santé. Aujourd'hui, les Maliens sont là à s'occuper. Tout le monde croit à n'importe quelle plante aujourd'hui pour se soigner. Alors que les plantes, certes, guérissent, mais les plantes tuent aussi. Tous les jours, c'est des morts subites. Les systèmes, on fait sortir tous les jours les citoyens pour aller en Tunisie, au Maroc, etc., dans ces pays-là, comme s'il n'y a pas d'intellectuels, de médecins ici, alors que nous avons d'excellents médecins ici. Donc si vous étiez conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Ce n'est pas le conseil qui l'intéresse. Je ne peux pas être son conseiller, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le conseil qui l'intéresse. Conseil pour le Mali? C'est une question de vision. Pour le Mali c'est une question de vision. J'ai essayé. Pour les Maliens? C'est une question de vision. C'est une question de vision. Je pense que... Vous l'avez une fois... À l'épreuve des faits... Vous l'avez parlé de sa gestion du pouvoir? À l'épreuve des faits, je crois que nous ne parlons pas le même langage. À l'épreuve des faits, je précise.
Oui, je sais, mais vous pouvez quand même essayer de le parler, peut-être il peut vous entendre. Vous savez, je n'ai jamais, alors jamais hésité un seul instant de savoir si je suis utile et de refuser d'être utile parce que je ne reçois pas le premier le bénéfice. Ça n'a jamais été. Encore faudrait-il qu'ils en veulent. Vous savez, prenez simplement l'Assemblée nationale. Ouais. Nous n'avons aucune fonction à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, quand nous posons de tels problèmes, les gens croient que je préfère ne pas continuer sur cette base rubrique-là, parce qu'ils vont encore dire qu'on cherche notre part de gâteau, on cherche, ce n'est rien de tout ça. Vos rapports ne sont Nous pas avions conflictuels. proposé. Vos rapports ne sont pas conflictuels, vos rapports personnels avec le Nos président. rapports personnels ne sont pas conflictuels. J'ai du respect pour lui et je crois que c'est partagé. Mais quand il s'agit de mon pays, alors là, je ne peux pas rester dans le strict respect interpersonnel, dans la seule relation interpersonnelle. Je ne peux pas rester dans ce sens-là. Sinon, je n'ai aucun rapport conflictuel avec Amadou Touré, c'est clair. Aucun rapport interpersonnel avec Alpha Omar Konaré, que je n'ai pas vu en 1993, depuis 1993, mais en 2013, je me suis pris sur lui, moi, d'aller le rencontrer, d'échanger sur la vie de la nation. Donc je n'ai pas de problème d'état d'âme par rapport à des individus. Mais lorsque nos convictions se frottent et que nos visions ne sont plus les mêmes, alors là, je crois que chacun va de son côté. Mais si demain, le pays a besoin de quoi que ce soit, de Oumar Mariko, je ne regarde pas le régime. Je le fais. Je l'ai toujours fait, je continue de le faire d'ailleurs. Mais je suis amer par rapport au gâchis énorme que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, parce que simplement l'écoute n'existe pas du côté de cette majorité qui nous gouverne. Mais de l'autre camp, ils disent aussi qu'ils ont pratiquement trouvé un pays, un État en lambeaux, que 2012, que pratiquement l'État n'existait pas. Oui, ils ont dit, nous sommes capables de remettre ce pays en l'état. Les Maliens ont dit, on vous a vu, donc on vous soutient. C'est clair. Donc ils n'ont pas à nous dire qu'ils ont trouvé le pays en lambeaux. Mais de toute façon, historiquement, ils font partie de ceux qui ont mis le pays en lambeaux. Historiquement. Alors donc, si aujourd'hui, parce que même si on sait que parce que Ibeka n'est pas président de la République, ok, parce que le président de la République a un pouvoir immense entre ses mains. Mais il a eu le temps de connaître les rouages de l'État, de connaître la situation du pays. Et en toute conséquence, il s'est jeté dans la bataille présidentielle. Donc c'est trop facile de dire aujourd'hui que nous avons trouvé un pays en lambeaux. Qui n'a pas trouvé un pays en lambeaux? En 1960, quand Modibo Keïta prenait le pouvoir, 1% des Maliens étaient alphabétisés, instruits, en 1960. Et il n'y avait aucune usine au Mali. Il n'y avait pratiquement que des routes de la colonisation en République du Mali. Alors, en 4 ans, il a porté le taux de scolarisation à 23%. Quand Alpha Omar Konaré prenait le pouvoir en 1991, mais on avait mis le feu à tout. Les caisses étaient vides, paraît-il. Donc, ça n'a pas été une excuse, parce que lui aussi, il a utilisé ces mots-là, que vraiment on a trouvé un pays en lambeaux pour pouvoir marcher sur les revendications catégorielles et en même temps réprimer le mouvement catégoriel, les syndicats et même casser les partis, avec aussi, évidemment, l'ardeur juvénile d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ils l'ont fait ensemble. Donc, dans ce cas, mais ils ont dit, on a pensé qu'il y a fait une remise en question. C'est ce que les populations ont pensé. On lui a donné 77% de voix. A-t-il associé les uns et les autres à la réflexion, je dis bien à la réflexion, et à l'exécution de la réflexion commune? Je dis, ma réponse est non. Docteur Oumar Mariko, l'actualité, c'est aussi la visite du nouveau président français Emmanuel Macron. Il était même avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à Gao. La visite est sur la forme que sur le fond. Sur la forme, c'est nul. Je suis même surpris parce qu'Ibrahim Boubacar Keïta quand même a parfois des sursauts d'orgueil et d'ego. Un président de la République de notre pays ne peut pas dire, bon, on se rencontre dans une petite région. Dans la forme, c'est nul. Ce n'est pas le Ibrahim Boubacar Keïta dont les Maliens parlaient. Ce n'est pas ça. Et lui, il a dit, je ne veux pas me laisser, parlant des Maliens, je ne me ferai pas trimballer. Ok, si vous ne me faites pas trimballer. Mais vous ne devez pas vous faire trimballer par un président de notre pays. Dans la forme, c'est nul. Dans le fond, c'est la conséquence de l'accord de défense signé avec la France. Dans ces conditions, ce n'est pas Ibrahim Boubacar Keïta seul qui partage ça. C'est tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont voté cela. Et ils ont tous voté, sauf le parti Sadi.
Omar Mariko, vous étiez tout dernièrement en visite en Guinée, c'était pour l'anniversaire du PDG RDA. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'héritage RDA, ça existe toujours, la politique des premiers pères de l'indépendance? Il y a RDA et RDA. Il y a RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a réuni un certain nombre de partis politiques ici à Bamako pour s'engager dans la décolonisation. Et le RDA a réussi à rendre les pays indépendants. Les pays qui étaient en son sein sont devenus des pays indépendants et même à se lancer pour aider les autres pays africains à recouvrer leur indépendance. Ce RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. La RDA pour laquelle je suis parti en Guinée-Conakry, c'est la Révolution démocratique africaine. Un concept que Sékou Touré a développé pour dire simplement qu'aujourd'hui, après l'indépendance politique nominale, il faut l'indépendance économique, sociale et culturelle. Et donc, il faut prendre une option qui déconnecte nos pays africains de l'ancienne puissance colonisatrice d'une part. D'autre part, il faut travailler pour changer la qualité de vie des Guinéens. Et donc, c'est ce PDG RDA qui avait fait cette rencontre. Nous sommes allés pour établir des relations avec le PDG et tout s'est très bien passé. Et nous allons continuer notre poursuite parce que le combat actuel en Afrique ne peut pas se gagner à l'échelle d'un seul pays. C'est-à-dire le combat pour la souveraineté et l'indépendance des peuples ne peut pas se gagner durablement, je dis bien durablement, à l'échelle de notre pays. Sinon, il peut se gagner dans différents pays. C'est compris, Omar Mariko, me signale que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez 30 secondes rapidement, regardez cette caméra, les Maliens vous regardent. Si vous avez un message ce soir pour les Maliens qui vous regardent en ce moment sur Africa. La situation du Mali est dramatique et dure, mais ce n'est pas une situation désespérée. Et pour ne pas rendre cette situation désespérée, je pense simplement que nous devons travailler, nous organiser, nous donner la main. Et je vous invite à le faire au sein du parti Sadi. En le faisant, nous devons avoir une chose en tête. Le mouvement démocratique des années 92, dont Ibeka est l'incarnation aujourd'hui, que Ibeka soit à son dernier mandat et le dernier chef de l'État de ce mouvement démocratique. Mesdames, Messieurs, nous recevons ici l'honorable Omar Mariko, président du parti Sadi. C'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Africable Télévision. Merci beaucoup.